suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo coloriage qui sera pas vraiment une vidéo coloriage puisqu'on est sur un color and chat et finalement le visuel du coloriage ça va être plus pour que vous ayez quelque chose à regarder pendant que je vais parler, mais c'est vrai que dans cette vidéo je ne vais pas très peu parler de coloriage, je vais en parler un petit peu en fait dans le sens où je vais en fait vous expliquer comment j'ai un peu lâché le coloriage ces derniers mois, voire cette dernière année. Donc ça va faire partie en effet de ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc juste pour vous donner les petites infos, c'est un coloriage que je fais dans le Seasons d'Anna Carlson, pardon. Et donc je colorie au Prismacolor premier. Mon coloriage n'a rien d'exceptionnel. C'est voilà, c'est une petite reprise tranquille, hein, sans prise de tête. Donc je vais colorier pendant que je vais vous parler. Juste avant, je vais tailler mes crayons pour être un peu tranquille. Bon, je suis pas sûre de pouvoir tourner cette vidéo d'un coup. Je vais peut-être devoir vous reprendre un petit peu plus tard. On va bien voir. En tout cas, c'est une vidéo que je souhaitais faire depuis longtemps, depuis que j'ai appris ma grossesse. Même avant ça. Je me suis dit, le jour où je suis enceinte, je ferai cette vidéo. Et en fait, pendant ma grossesse, je me suis dit, je voulais pas me porter la poisse et je me suis dit que j'attendrais d'avoir accouché. Et puis voilà, j'ai été un peu prise par le temps et les événements. Du coup, ça a tardé, mais il était évident pour moi que j'allais faire cette vidéo parce que je me dis que s'il y a des personnes qui traversent ce genre de choses, moi je me suis sentie par moments très seule pendant ces périodes et je me dis peut-être que ça pourra aider quelqu'un, ou ne serait-ce qu'une personne. Et voilà, sachez que dans cette vidéo, je vais pas mal me dévoiler, vous raconter pas mal de choses sur ma vie privée. Et donc c'est assez nouveau pour moi et je suis pas forcément très à l'aise avec ça, mais cette vidéo elle me tient vraiment à cœur. Et d'ailleurs niveau commentaires, je vous demanderai d'être bienveillant puisque, alors moi ça va, hein, parce que moi j'ai ma fille donc... vous pouvez dire ce que vous voulez, voilà, ça va pas m'atteindre. Sauf qu'il y a peut-être des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont dans une période difficile et je veux pas qu'ils aient à lire des commentaires qui pourraient être déplacés ou malveillants. Donc sachez que si j'estime qu'un commentaire n'est pas à mon goût, est déplacé ou malveillant, je n'hésiterai pas à le supprimer et bien sûr je n'hésiterai pas non plus à bloquer la personne qui a pu laisser un commentaire qui soit désobligeant. Bon, voilà pour ça et pour info hein, sur toutes mes vidéos, si jamais j'estime qu'un commentaire est de ce style, je n'hésite pas, alors ça m'est pas arrivé depuis très longtemps, mais pas depuis que j'ai repris ma chaîne je crois, mais j'hésiterai pas à supprimer le commentaire et à bloquer la personne si jamais ça devait s'avérer nécessaire. Donc voilà pour ça, genre j'ai pas pris de notes, hein, j'ai rien noté. Du coup ça va peut-être être un petit peu décousu, mais pas tant que ça normalement si je suis bien le parcours de ce qui m'est arrivé, de mon histoire, on devrait avoir quelque chose d'assez cohérent. On va parler aujourd'hui de mon parcours pour tomber enceinte et je vais parler aussi un petit peu de la prématurité puisque ma fille est née prématurée. Donc on va reprendre les choses à leur commencement. Avec mon chéri, on essayait d'avoir un enfant depuis fin 2015. J'ai arrêté ma contraception en décembre 2015. En janvier 2017, je crois, j'avais vu mon gynécologue pour totalement autre chose et on avait parlé de ça. Et il me disait que comme ça faisait plus d'1 an, il serait bien de faire des examens. Autant moi que lui, enfin que mon conjoint, mon chéri, pour voir si tout allait bien. Après moi je m'alarmais pas, 1 an pour tomber enceinte ça me paraissait pas non plus très long quoi, j'étais pas pressée, j'avais 28 ans, donc voilà, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, ouais. Donc voilà, on avait cette envie là tous les deux, mais j'étais pas pressée, donc aujourd'hui du coup ça fait 7 ans qu'on est ensemble, 2015-2020, oui c'est ça, tout va bien dans mes comptes. Donc j'ai fait quand même les examens qui m'avaient prescrits. Donc il y avait quoi? Il y avait des prises de sang, il y avait la radio des trompes. Ça fait mal. Alors ça fait mal. Ça dépend des personnes. Moi le médecin radiologue qui m'a fait passer la radio, il a été génial. Franchement il m'a tout expliqué dès qu'il faisait quelque chose ou ce qu'il allait faire. Il a été top. Et donc c'est pour vérifier si les trompes ne sont pas bouchées.
et en fait à chaque fois, en gros ils vous remplissent l'utérus d'un liquide, d'un produit, et c'est ça qui peut provoquer des spasmes au niveau de l'utérus, puisque l'utérus est un muscle, hein, donc ça peut provoquer des spasmes. Il m'a dit, mais il y a des femmes pour qui il y en a qui ont mal, il y en a qui ne ressentent rien, quoi. Pour qui ça va. Moi je dis bon avec un peu de chance ça va, et je peux vous assurer que tant qu'il n'y a pas de liquide dans l'utérus, tout va bien, hein. Mais alors du moment où il a injecté son produit, mon dieu, ça n'a pas duré longtemps. Heureusement ça n'a pas duré longtemps, c'était vraiment très rapide, c'est juste le temps qu'ils prennent ces images. Et mais puis dès qu'il a enlevé le liquide, c'était fini. Mais des contractions en fait, quoi. Enfin, oui, des spasmes musculaires, donc c'était des douleurs de contraction finalement. Placé plus bas, parce que forcément l'utérus quand on n'est pas enceinte, enfin je vais pas vous faire un cours d'anatomie, mais voilà, il est placé en bas du enfin dans le bas ventre, donc voilà, bref, ça fait des spasmes musculaires, donc moi j'ai douillé mais ça a duré très peu de temps, et il a été génial, quoi. Il a été génial, et il n'y avait eu aucun souci à ce niveau là, donc il était content en plus de me dire il n'y a aucun problème, tout va bien là-dessus. Donc il était vraiment content, hein. Il était limite plus content que moi. Je pense que des fois il doit annoncer des nouvelles pas cool, et là il devait être content d'annoncer une bonne nouvelle. Donc ça c'était bon. Au final, en gros, ce qui ressortait des examens différents qu'on avait pu faire, il n'y avait rien de catastrophique ni d'un côté ni de l'autre. Il y avait des petites perturbations en fait d'un côté comme de l'autre. Moi j'ovulais pas correctement tous les mois, mais c'est-à-dire que j'ovulais tous les mois, mais il y avait certains mois où c'était pas top, donc forcément ça diminuait un peu les chances. Et pour mon copain, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y avait des petites perturbations, mais rien de dramatique. Mais du coup forcément, comme on était un petit peu embêtés tous les deux, et les chances étaient un petit peu plus compliquées pour une grossesse. On a quand même demandé au gynécologue si c'était possible que ça fonctionne naturellement, parce que du coup il nous avait dit faites appel peut-être à la PMA, et il nous a dit que oui, mais que ça pouvait prendre du temps. Donc ça c'était en 2017, et nous on s'est dit en 2000, non, oui si c'est ça, en 2017. Et nous on s'est dit, il nous a dit que ça pouvait marcher, quoi, donc on n'est pas pressé non plus, on va attendre encore. Et puis moi j'étais clairement pas prête à rentrer dans un protocole médical et tout. Donc quand je parle de PMA, ça veut dire procréation médicalement assistée. Je le précise maintenant puisque je vais sûrement réutiliser ce terme, donc c'est procréation médicalement assistée. Du coup, j'étais pas prête du tout à faire cette démarche-là. Donc on l'a pas faite aussitôt. Je suis tombée enceinte en juin 2018, mais ça n'a pas tenu. J'ai fait très rapidement une fausse couche, donc du coup, grosse déception de notre part, parce que alors autant si j'ai pas eu d'opération, j'ai rien eu, tout s'est fait naturellement, et en plus ça a été vraiment très rapide au niveau de la grossesse. J'étais vraiment tout début de grossesse, donc voilà, c'était pas j'ai eu des petits désordres, des petits embêtements par la suite, mais je veux dire, j'ai pas eu besoin de me faire hospitaliser. J'avais juste des prises de sang à faire pour vérifier que tout partait bien, et que le taux revenait en dessous revenait à la normale, et que voilà, il y avait vraiment plus rien, pour être sûr que j'ai pas besoin d'opération. Donc ça c'était bon, mais psychologiquement de se dire ça fait 2 ans et demi qu'on essaye et ça fonctionne enfin, et ça ne marche pas, ça ne tient pas, ça a été difficile. Pourtant à l'hôpital ils m'ont dit que c'était une grossesse sur 5 une fausse couche, donc c'est énorme en fait. C'est énormément de personnes, de femmes qui sont concernées par les fausses couches, mais c'était plus l'aspect de se dire ça fait 2 ans et demi, quoi, et puis finalement ça n'a pas marché. Donc suite à ça, on arrive donc juin 2018, du coup je sais plus, janvier 2019 il me semble. Ouais, j'ai bien dû mettre 6 mois avant de prendre la décision de me dire je vais appeler l'hôpital et je vais prendre rendez-vous au service de PMA.
Et je savais qu'il y avait du délai, mais je m'attendais genre à 6 mois de délai, quoi, pas plus. Et là, elle me donne rendez-vous pour septembre 2019. Donc j'appelle début janvier, j'ai rendez-vous en septembre. Donc 9 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Bah, de toute façon, c'est comme ça, hein. J'ai envie de vous dire, on n'a pas vraiment le choix, donc sachez-le. Je pense que c'est à mon avis un peu partout pareil en France. Si vous voulez faire, si vous devez faire ces démarches-là, n'attendez pas non plus trop longtemps parce que les rendez-vous, en tout cas dans ma région, les rendez-vous, il y a beaucoup de délais pour le premier rendez-vous. Après, c'est beaucoup plus rapide. Arrive septembre, hein, parce que le reste de l'année s'est pas passé grand chose à ce niveau-là. Arrive septembre, du coup on a notre rendez-vous avec le médecin qui nous prescrit quand même des examens parce que les notes dataient de 2017 quoi. Donc on est arrivé, ça faisait quasiment 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Donc on t'a dit c'est bien pour moi de refaire une prise de sang, pour mon conjoint de refaire les examens de spermogramme et compagnie. Donc voilà pour ça. Elle nous fait en même temps l'ordonnance pour... pas l'ordonnance mais la prise en charge pour la sécu, tout ça, puisque en France on a quand même la chance que ce soit pris en charge à 100% par la sécu. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a 3 essais qui sont pris en charge par la sécu. Mais quand on parle de 3 essais, c'est 3 essais qui ont fonctionné. C'est-à-dire que quand la fécondation in vitro est faite, il faut que l'ovule ait été fécondé en fait, et ça compte comme un essai. Et je crois que c'est ça. Si jamais je me trompe, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais de mémoire, c'est comme ça que ça se passe. Et donc on la voit, voilà, elle nous fait ça, elle nous demande si on fume. Alors ils ont fumé tous les deux. En août 2019, on est passé à la cigarette électronique tous les deux, parce qu'on n'était pas capable d'arrêter du jour au lendemain comme ça. Donc elle nous a dit que c'était mieux, que la tabacologue disait qu'il valait mieux se mettre à la cigarette électronique que rester à la cigarette classique. Ok, donc septembre, après en octobre on a dû avoir une réunion d'information je crois, et c'est là où tu te dis c'est dur quand même quoi, on décrit un petit peu ce qui va se passer. Le prélèvement de d'ovocytes et compagnie, le traitement médicamenteux, les injections, voilà, vraiment quelque chose qui avait l'air d'être assez lourd. Et on t'explique que quand même le prélèvement de d'ovocytes, ça reste une opération. Donc voilà, ça avait pas l'air très cool. Hein. Bon, il y a plein de femmes qui passent par là, donc je dis pas que c'est insurmontable, mais ça avait pas l'air très cool. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que ça avait pas l'air très cool et pas que je vous dis que c'était pas très cool. On en arrive là. Après, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai eu rendez-vous, je crois, début novembre avec... on a eu rendez-vous avec la j'ai envie de dire biologiste, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Bio quelque chose. J'ai perdu. Si, je crois que c'est la biologiste. Qui nous dit... alors, entre-temps, j'avais fait une échographie pour vérifier que tout allait bien, que tout était normal, qu'il n'y avait pas de malformation, tout ça, donc tout allait bien. Qui nous dit que les résultats de mon conjoint s'étaient beaucoup améliorés par rapport à ceux qui avaient été faits en 2017, et que du coup, ils hésitaient entre faire une FIV, donc une fécondation in vitro, c'est-à-dire qu'il y a prélèvement d'ovocytes de mon côté, il y avait prélèvement de sperme de son côté, et la fécondation elle était faite in vitro, hors de l'utérus, et si vous voulez on vous injecte est-ce qu'on parle d'embryon, je pense, l'embryon déjà, non, l'ovule déjà fécondé. Je suis désolée, hein. Après c'est pas mon domaine, donc je suis désolée si je fais quelques erreurs, vous pouvez bien sûr en commentaire me rectifier. Fécondation in vitro, donc la fécondation est faite hors de l'utérus et on vous injecte l'ovule déjà fécondé. Après, ça tient ou ça tient pas, mais en tout cas, il est fécondé quand il est remis, alors que l'insémination artificielle, on vous injecte les spermatozoïdes au plus proche de l'ovule, si vous voulez, le plus proche possible, mais ils ont quand même le petit parcours à faire et ils doivent féconder eux-mêmes l'ovule.
Voilà, la différence c'est que l'insémination artificielle c'est moins invasif, puisque du coup il n'y a pas de prélèvement d'ovules pour la femme. Et par contre, il y a forcément moins de chances de réussite, puisqu'on est moins sûr que le spermatozoïde va réussir à féconder l'ovule. Donc il nous demande ce qu'on veut faire, si on préfère faire une FIV ou faire une IA. Du jour au lendemain comme ça, parce que moi, à aucun moment on m'avait dit on va vous poser cette question-là, réfléchissez. J'ai dit, le but en blanc, en gros, fallait lui donner une réponse, qu'est-ce qu'on préfère faire. Pour moi, la décision était trop difficile à prendre, parce que Voilà, mais il y avait 2 facteurs. En effet, c'était moins invasif de faire une IA, mais il y avait moins de chance. Donc, je voulais pas prendre la décision. Donc, je leur ai dit, vous avez mes résultats entre les mains. Vous avez nos résultats d'examen. Donc, je vous laisse décider. Donc, elle m'a expliqué que mon dossier devait être staffé. Donc, en gros, il faisait une réunion de staff, d'équipe. Et il revenait sur certains dossiers, dont le nôtre. Et du coup, ils allaient prendre la décision de nous dire ce qu'ils préconisaient, enfin, ce qu'ils allaient faire. Et elle devait me rappeler quelques jours après, je crois, genre une semaine après, pour me dire ce qui avait été décidé. Non, moins que ça, genre je crois que je l'ai vu le jeudi, elle devait me rappeler Je l'ai vu le jeudi ou le vendredi, elle devait me rappeler le mardi d'après, et moi j'avais déjà mon rendez-vous pour l'ordonnance, donc le jeudi d'après, je crois. Donc l'ordonnance qui aurait été fixée pour avoir le traitement adéquat, donc il fallait que ce soit staffé, donc ça tout tombait très bien. Donc tout ça c'était novembre 2019. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quelques jours avant la veille avant qu'elle m'appelle, parce que du coup je vous ai dit j'ai eu rendez-vous le jeudi ou le vendredi avec la biologiste, et je commençais déjà à avoir du retard. Mais bon, enfin voilà, moi j'avais pas un cycle hyper régulier, donc j'avais des fois des cycles de 27 jours, des fois même un peu moins, des fois ça faisait 33 jours. Donc j'avais déjà un peu de retard, mais voilà, quand ça fait très longtemps, en plus quand vous attendez un bébé, enfin quand vous essayez d'avoir un bébé, vous faites d'autant plus attention à votre corps, et du coup vous remarquez beaucoup plus de signes, des nausées, des choses comme ça auxquelles vous n'auriez pas forcément prêté attention avant, mais là vous êtes à l'affût de tout signe. Donc moi j'avais arrêté, vous pensez bien, au bout de 4 ans, on dit c'est bon. Ouais, j'avais du retard, je trouvais que... Alors, quand je vais être indisposée, je prends un peu de poitrine. Ça fait partie de certains effets. Moi, c'était quelque chose qui se passait quand j'ai arrêté ma contraception, c'est que à chaque fois que j'allais être indisposée, j'avais la poitrine qui avait tendance à gonfler un peu, et j'avais remarqué depuis déjà quelques jours que je commençais à avoir plus de poitrine, mais quand même un petit peu plus que d'habitude, quoi. C'est-à-dire que je me rappelle que j'avais voulu mettre une robe portefeuille, donc en fait le bouton est se placer sur le côté droit ou gauche, je sais plus, mais en dessous de la poitrine, et en fait j'arrivais pas à fermer ma robe parce que ça bloquait au niveau de la poitrine. Et je m'étais dit quand même là, ça m'a jamais fait ça, j'ai quand même eu un petit doute, mais au bout d'un moment on arrête d'espérer et on veut arrêter de se faire des films. Et je me rappelle que j'allais aux toilettes en me disant mais c'est bon, je voulais avoir mes règles pour me dire allez c'est bon, arrête de te dire peut-être que... Et donc du coup le lundi je me dis je fais un test, j'ai dit je laisse passer le week-end, et puis pareil, mon conjoint lui voulait pas se faire de faux espoirs, donc il me dit oui attends machin. Je fais un test le lundi, et en plus acte manqué ou pas, le lundi matin en allant au boulot j'avais oublié ma cigarette électronique, et j'avais pas encore fait mon test, je le faisais le soir à la maison, mais on dit qu'il faut le faire le matin aux premières urines, mais ça c'est quand vous avez très peu de retard. Là moi j'étais à au moins 5 jours, même plus de retard de règles. Donc voilà. Et donc j'oublie ma cigarette électronique. Je n'ai pas mes règles de la journée. Et je fais mon test le soir, dès que je rentre du boulot en fait. J'ai fait le test et positif.
est positif et donc je suis tombée enceinte en fait sans FIV, spontanément comme ils l'ont dit, parce que bah du coup je me suis dit vite faut que je les appelle pour pas qu'ils passent mon dossier au staffing le lendemain, ça servait à rien et bah surtout pour annuler mon rendez-vous du jeudi quoi, parce que bah c'est bon quoi. Donc vite j'appelle le secrétariat. En plus c'est toujours très difficile de joindre le CHU de tous les services, hein. Le CHU de mon département, c'est très compliqué de les joindre. Donc j'arrive à les appeler, à lui dire bah vous pouvez annuler, parce que leur dire de pas m'appeler parce que bah, je suis enceinte en fait quoi. Ah mais c'est une grossesse spontanée, je pense qu'ils sont pas ce genre d'appel tous les jours quoi. Donc un service de procréation médicalement assistée forcément. Elle était super contente pour moi. Je lui ai dit bah vous êtes même la première personne à qui je le dis, parce que mon conjoint n'était pas encore rentré et comme genre moi je finissais à 16h et genre ça devait faire à 17h quoi, donc il faut vite que je les appelle. Et donc voilà, mon conjoint est arrivé, je lui ai annoncé la bonne nouvelle. J'ai refait la prise de sang à 48 heures, tout allait bien et me sentais bien. Pour le coup je pensais que ça allait bien se passer. J'avais beaucoup de douleurs au niveau de l'ovaire droit et du coup mon médecin généraliste se demandait quand même si j'avais pas si je faisais pas une grossesse extra-utérine, parce que j'avais vraiment des douleurs très localisées au niveau de l'ovaire. Donc elle m'avait demandé d'aller aux urgences. J'y suis allée mais sereine en fait. Voilà, j'étais confiante. Et du coup, bah, c'était hyper tôt, donc du coup ils m'ont dit bah, pour l'instant on voit rien. Il y avait, comment ils appellent ça, le sac, je crois. Ils voyaient le sac, mais il n'y avait encore rien dedans, ce qui était normal au vu du terme auquel j'étais. Je ne sais même pas si on peut parler de terme déjà aussi tôt, mais vu là où j'en étais dans ma grossesse, c'était tout à fait normal. Donc elle m'a dit vous revenez, je sais plus si c'était le lendemain ou 48 heures après, pour qu'on vérifie quand même. Elle me dit là pour moi ça a l'air d'être bien parti, mais je veux quand même vérifier, il faut qu'on voit quelque chose dans ce petit sac. Et donc c'est ce qu'on a fait, on y est retourné quand ils nous ont dit d'y retourner. Et alors je suis tombée sur une interne qui ne savait pas faire les échos là, mais je vous dis qu'elle m'a tourné là-dedans. Et ça a duré, au bout d'un moment elle me dit bah je trouve pas, du coup je trouve pas les ovaires. Elle me dit votre collègue elle les a trouvés là, sans problème la dernière fois. Du coup je débute en échographie, je vais appeler mon collègue, super. Ça vous embête pas que je cherche en attendant? Non, vas-y cherche. Et c'est un CHU hein. Et du coup son collègue arrive et puis pouf il lui dit bah tu vois c'est là. Bon, au bout d'un moment il m'a dit bon, bah j'arrête de vous embêter quand même, parce que oui enfin voilà c'est bien gentil, même si ça fait pas mal, c'est quand même pas super agréable. Au bout d'un moment on aime bien que ça s'arrête hein. Puisque à ce terme là c'est pas l'échographie sur le ventre hein, c'est voilà, vous avez compris. Du coup si vous en avez déjà fait vous savez. Donc ce collègue est arrivé, pouf, hop, il a trouvé les ovaires, pas de souci, et il a zoomé sur ce fameux sac et il y avait bien ce qu'il voulait voir, donc je sais plus ce que c'était, enfin bref ça ressemblait à une petite bulle en fait, et c'était le début de la grossesse, donc impeccable, tout allait bien, donc voilà. Le reste de ma grossesse s'est passé très bien, enfin très bien. J'ai eu des saignements parce que j'avais le placenta qui était bas et c'était pas je vais bientôt devoir vous quitter puisque ma fille commence à se réveiller, mais enfin voilà, il n'y avait rien de dramatique, c'est juste qu'il fallait que je fasse un peu attention parce que fallait pas que je force trop, sinon je pouvais provoquer des saignements, ce qui est arrivé d'ailleurs, mais il n'y a jamais rien eu de grave à ce niveau là. Mais voilà, fallait que je marche, mais pas non plus trop longtemps, comme toutes les femmes enceintes, faut marcher, mais pas non plus trop longtemps, fallait pas que je prenne trop la voiture, ce genre de choses, mais enfin voilà, il n'y avait rien d'alarmant puisque vous avez des placentas en fait qui sont... Normalement le placenta doit être assez haut, le mien était bas, mais il n'était pas non plus posé sur le col, donc en fait... au fur et à mesure que la grossesse avançait, il remontait un petit peu, il est resté assez bas, mais il est remonté assez pour que je puisse avoir un accouchement par voie naturelle, par voie basse, donc c'était le principal. Donc voilà pour ça, et puis bah je pense que je vais vous parler... Alors si, au niveau de ma grossesse, je vais vous
je vais vous parler juste après de pourquoi j'ai un peu lâché le DP pendant ma grossesse et tout ça. Mais quoi que... Non, lâcher le DP, n'importe quoi. Pourquoi j'ai lâché un peu le coloriage après en fin de grossesse et puis après mon accouchement. Mais ça, je vais en parler juste après. Moi, je fais une pause là et puis j'espère pouvoir vous reprendre un petit peu plus tard dans l'après-midi pour continuer cette conversation, enfin ce monologue, parce que du coup, je parle toute seule. Et je vous retrouve donc soit un petit peu plus tard là, ou sinon je continuerai à filmer demain. A plus. Bon, reprenons. Du coup, il me semble que j'en étais à ma grossesse. Je vais me prendre la lampe parce que il commence à faire un peu sombre. Il est même pas 17h, c'est pas grave. Alors, hop, j'allume un peu. Ok. Donc, on va parler un petit peu de YouTube à cette période-là. Donc, premier trimestre de grossesse, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier. J'avais arrêté de faire des vidéos. En même temps, j'avais arrêté de colorier. J'étais une loque en fait. Hein. J'avais vraiment plus de force. Je pouvais plus rien faire. Alors, je faisais des insomnies toutes les nuits. Et par contre, j'allais au boulot la journée tant bien que mal. Et dès que je rentrais, je dormais. Donc je vous dis, le coloriage c'était même pas la peine. Les vidéos non plus. Donc j'avais arrêté parce que j'étais pas capable quoi. Et puis fin février, c'est terminé ma mission intérim et par la même occasion, j'étais dans mon deuxième trimestre de grossesse. Du coup, ça allait beaucoup mieux. J'étais beaucoup moins fatiguée. Et j'avais décidé de reprendre les vidéos et notamment des vlogs. Et pour la petite histoire, la vidéo où j'ai eu le plus de dislikes, donc de pouces vers le bas, ça a été le vlog où j'ai annoncé que j'étais enceinte. J'ai trouvé ça bien sympathique. Mais bon, c'était la petite anecdote, voilà, comme quoi faut vraiment pas se fier aux pouces en bas, faut pas y faire attention. Hein. Donc voilà, donc j'avais repris les vidéos et puis il y a eu le confinement, il y a eu un commentaire désagréable, il y a plein de petites choses comme ça qui ont fait qu'en cette période où j'étais forcément plus fragile, du coup j'ai tout arrêté et je pensais vraiment arrêter YouTube pour de bon et j'ai décidé de supprimer toutes mes vidéos. Je regrette aucunement d'avoir supprimé mes vidéos. J'avais besoin d'un renouveau en fait, donc aucun regret par rapport à ça. Et puis j'ai repris, parce que le confinement pour moi, le premier a été difficile. J'étais enceinte et mon conjoint ne pouvait pas venir avec moi aux échographies. Il n'avait pas le droit de venir avec moi au rendez-vous. Et j'étais toujours dans l'angoisse de me dire, mais si ça se trouve, il sera pas là le jour de l'accouchement. Bon, il se trouve que là où j'ai la maternité où j'ai accouché, ils n'ont jamais refusé la présence du papa. Et puis c'était début juin, du coup on n'était plus en confinement. Mais n'empêche que j'ai pas eu de visite à la maternité, si ce n'est mon conjoint. Donc j'avais arrêté les vidéos et puis j'ai repris quand je me suis remise au DP parce que je recommençais à être fatiguée en fait quand j'ai commencé mon 3e trimestre de grossesse. Les insomnies revenaient et du coup j'étais fatiguée et c'est difficile de colorier quand vous êtes fatiguée. La concentration elle est vraiment pas là. Donc j'ai repris le diamond painting et vraiment plus assidûment. Et j'ai regardé des vidéos, il y a pas mal de chaînes de diamond painting à cette époque-là, de chaînes françaises qui se sont créées et du coup ça m'a vraiment beaucoup donné envie d'en faire et d'en commander. J'en ai commandé beaucoup. Tout en me disant, de toute façon, j'approche de mon congé maternité, puisque mon congé devait commencer mi-juin ou fin juin. Et je me suis dit, j'aurai le temps, quoi. Et puis, justement, comme plus tard, j'aurai sûrement plus beaucoup de temps pour mes loisirs, je vais profiter de mon congé maternité pour bien m'occuper et vraiment faire mes loisirs et recolorier et surtout faire du diamond painting parce que c'était vraiment la passion qui avait pris le dessus. C'est encore le cas aujourd'hui, même si j'ai de plus en plus envie de refaire du coloriage. En fait, la seule chose qui me freine là, c'est que je veux absolument finir ma toile de Noël parce que je l'ai commencé depuis le 1er novembre
Et on arrive bientôt en janvier et je veux vraiment la terminer celle-ci. Et après ça, je continuerai le diamond painting, mais je reprendrai beaucoup plus fréquemment le colo. Je ne sais plus ce que je disais. Donc du coup oui, je me suis dit ça, voilà. Sauf que ce qui s'est passé, alors j'avais fait mon échographie du 3e trimestre, tout allait bien. Mais vraiment, tout allait bien, le placenta avait remonté, donc on m'avait assuré que je pouvais accoucher par voie basse sans problème. Parfait. Et le lendemain matin, j'ai été prise de contractions. Alors les contractions, en fait, quand elles arrivent, ça fait pas mal. Les premières, elles font pas mal. On sent qu'il y a une contraction musculaire, mais c'est pas douloureux. Et moi, comme j'avais vu dans les films, quoi, je me disais que les contractions, ça devait faire mal. Et j'en avais parlé avec ma sage-femme pendant les cours de préparation à l'accouchement, peu de temps avant, parce que j'avais commencé les cours de préparation à l'accouchement. Et on avait parlé des contractions. Elle m'avait dit des contractions que vous en ayez. Elle m'avait demandé si j'en avais, et en me décrivant ce que c'était. Du coup, je lui ai dit oui, j'en ai quand je reste debout longtemps ou quand je fais un effort pour me lever, par exemple. Mais c'est une ou deux comme ça, et ça s'arrête. Donc elle m'avait dit à votre terme, avoir des contractions c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est si elles durent. Ok. Puis on était resté là, enfin voilà, on avait parlé d'autres choses et tout. Et donc le lendemain de mon échographie du 3e trimestre, je me suis mise à avoir des contractions le lendemain matin. Ça m'a réveillée le matin, je sais pas, vers 7h peut-être. Et puis bon, ça continuait quand même, je continue à en avoir. Je me suis dit, je vais regarder quand même de combien de minutes elles sont espacées. Alors au début elles étaient espacées de 10 minutes, après elles étaient espacées de 8 minutes. Je me suis dit, bon, ça va, par rapport à ce qu'on dit, je suis large, mais je me dis, c'est bizarre, elles sont régulières, quoi. Mon conjoint était parti promener le chien, comme tous les matins, avant d'aller au travail, et du coup, il revient. Et je lui dis, je voudrais bien quand même que tu m'emmènes à la maternité, enfin aux urgences, parce que j'ai des contractions. Ok, mais bon, j'avais pas mal, quoi. Moi, je me suis dit, en arrivant là-bas, j'espère qu'ils vont pas me dire que je vais rester alitée jusqu'à la fin de ma grossesse. Pour moi, c'était le pire de ce qu'on pouvait m'annoncer. Donc, je monte aux urgences toute seule parce que même si on n'était plus en confinement, règles sanitaires obligent. Le papa ne pouvait pas m'accompagner aux urgences. Donc, j'ai dû monter toute seule aux urgences pendant que lui, il attendait tout seul dans la salle d'attente. Donc, je monte sur la sage-femme qui me dit... comment elle m'a dit, c'est pas des séries de contractions, mais bref, c'est ce que ça voulait dire en gros, des épisodes peut-être, des épisodes de contractions comme ça, des séries de contractions comme ça à votre terme, c'est tout à fait normal, c'est l'utérus qui travaille pour se préparer, on va vous donner un traitement pour faire comprendre à votre utérus que c'est pas pour tout de suite. Et si c'est des fausses contractions, elles vont s'arrêter. Sachant qu'ils m'ont quand même fait... Donc le traitement c'était... C'était quoi? C'était du space-fond et des... comment ça s'appelle? Des décontractants musculaires pour arrêter justement les contractions musculaires. Sauf que... au bout d'un moment, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai perdu les os. J'ai perdu les os et du coup j'ai fissuré la poche des os, puis ça s'est fini, vraiment j'ai perdu les os et donc j'ai vu l'interne plusieurs fois qui m'a dit au début il s'est passé plein de choses en fait, j'étais jamais toute seule, donc on a commencé par me dire on vous fait des examens, après c'est on vous garde au moins 48 heures pour vous surveiller, tout ça. Il s'est passé plein de choses. On m'a quand même fait une piqûre de corticoïdes pour me dire c'est pour aider les poumons du bébé à se développer au cas où. Voilà, tu commences à te dire attends, il se passe quoi là? Et moi j'étais toujours toute seule quand on me disait ça. Et même à un moment je leur ai dit mais il y a mon chéri, mon conjoint qui est en bas. Je lui dis quoi? Parce que lui il attend depuis tout à l'heure. Il faut que je l'appelle, il faut que je lui dise... Et du coup, là, ils m'ont dit, de toute façon, dites-lui de rentrer chez vous, il faut qu'on vous fasse des examens, il y en a au moins pour 1h30. Donc je l'appelle, je lui dis ça, et apparemment, on en a reparlé après, ça faisait déjà plus d'1 heure que j'étais montée, mais moi, je me suis rendu compte
je me rendais pas compte du temps qui passait. En plus, j'étais jamais toute seule et on me disait toujours plein de choses. Donc ça c'est pas. Après, ça s'est continué en on va vous garder jusqu'à votre accouchement parce que il faut en gros garder le liquide amniotique. Il faut qu'on vérifie que vous arriviez à en refaire et on vous garde. Et elle me disait au plus tard on vous déclenche à, alors je crois que c'était 37 semaines. On vous déclenche à 37 semaines si jamais d'ici là il s'est toujours rien passé, quoi. Oh là là, moi j'étais en train de me dire mais je vais rester 5 semaines, du coup j'étais à 32 semaines d'aménorrhée, donc je dis mais je vais rester 5 semaines hospitalisée, mais j'ai pleuré parce qu'en plus hospitalisée en période de Covid, vous n'avez pas le droit aux visites. À l'époque où j'y étais en juin, c'était pas de visite, donc merci. Ça aurait été super sympa, 5 semaines sans visite, donc j'étais voilà. Et puis vous avez les hormones qui travaillent forcément, donc ça n'aide pas. Je crois que j'ai jamais autant pleuré que les 15 jours, ces 15 jours-là, après mon accouchement, pendant et après. Enfin, juste avant et après, parce que du coup, ce qui s'est passé, donc voilà, elle me dit ça, elle me fait la piqûre, machin, ok, on vous descend en service, c'était suivi intensif de grossesse, ok, j'ai vu ma chambre, je l'ai vu, hein. Je dis il devait me donner à manger parce que du coup il devait être genre, mais je crois qu'il était plus de midi, quoi, midi ou 13h, il y avait déjà toute une matinée de passé, moi j'ai rien vu, quoi. Et elle me dit donc il devait m'apporter un plateau repas, par contre je lui dis quand même à la sage-femme ou à l'infirmière, je sais plus, mes contractions commencent à s'intensifier. Ça commençait quand même à me faire mal, quoi, et j'avais même dit à la sage-femme qui m'avait donné le traitement, je lui ai dit mais mes contractions là elles s'arrêtent pas, parce qu'elle m'avait dit si c'est des fausses elles vont s'arrêter, et là elle m'avait regardé avec des yeux attristés en me disant bah non. Donc voilà ce qui s'est passé. Mon col s'était un peu modifié, mais bon, pas rien d'alarmant. Et là, donc le médecin revient pour me faire une échographie, puisqu'apparemment ils avaient vu une image à l'échographie qui les inquiétait pas, mais qu'ils n'arrivaient pas à interpréter. Au final, je sais toujours pas ce que c'est, hein, mais apparemment rien d'inquiétant. Mais on ne saura pas ce que c'est. Et c'était la seule fois où on m'avait dit ça de toutes les échos que j'avais fait. Bref. Du coup, je revois le médecin qui me refait une écho en disant ouais, enfin voilà, il n'y a rien d'inquiétant. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais rien, peut-être un hématome ou je sais plus quoi, mais rien qui l'inquiétait. Elle me dit, je sais pas si je vous revérifie et tout, si je vous réausculte, machin. Elle regarde quand même, et là elle me dit, non mais là, tout s'est beaucoup modifié, là. Elle me regarde droit dans les yeux. En plus, on avait tous un masque, hein, donc moi je voyais que les yeux des gens. Et là, elle me dit tout s'accélère. Donc forcément, je me suis remise à pleurer en me disant mais c'est pas possible, quoi. Et j'avais toujours pas appelé mon chéri. Donc en gros, on m'a fait comprendre que j'allais aller en salle de naissance et puis j'allais accoucher, quoi. Donc je l'appelle en lui disant viens, sans lui dire qu'elle allait accoucher parce que bon, j'avais pas lui annoncé ça au téléphone non plus. Il arrive et je lui dis on va en salle de naissance, je vais accoucher. Et je commençais déjà à avoir les contractions qui travaillaient. Et en plus, j'avais eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste, pareil, le même jour que mon écho du 3e trimestre. Un rendez-vous téléphonique, hein, du coup. Et j'avais une prise de sang à faire pour être sûre que je puisse avoir la péridurale. Et heureusement, vous pensez bien qu'en même pas 24 heures, j'ai pas eu le temps de la faire. Donc du coup, ils ont dû me faire la prise de sang et attendre les résultats avant de pouvoir me faire la péridurale. Heureusement, j'ai pu l'avoir. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, clairement, je voulais pas accoucher sans. Moi, ce qui me faisait plus peur dans l'accouchement, c'était d'avoir mal. Voilà, du coup, en plus, petit bébé, donc forcément, ça a été, quoi. Avec la péridurale, en plus, pour les contractions, pas de problème. Donc, finalement, ma fille est née avec 2 mois d'avance. Voilà, naturellement. Donc, ça étonne toujours quand je dis que c'était naturel. Ils ont retrouvé, parce que la grande question c'est qu'est-ce qui s'est passé. Après des recherches, ils m'ont fait plusieurs examens
Sur les prises de sang qu'ils m'ont fait, il n'y avait rien. Et en fait, sur le placenta, il n'y avait rien. Et en fait, ils font je sais plus comment ils appellent ça, des recherches de culture peut-être. En gros, ils laissent les choses mûrir un peu. Et en fait, ils ont trouvé une infection sur mon placenta. C'était la bactérie Escherichia coli. Je leur ai demandé comment ça arrivait, comment on l'attrapait, comment... Bah voilà, il n'y avait pas trop de réponses. Bah c'est comme ça en fait, en gros. En gros, on m'a dit non mais déjà on a une cause, donc soyez contente parce qu'on aurait très bien pu ne jamais connaître la cause. Ok. Donc ils ont trouvé cette bactérie et ils m'ont dit bah c'est ça. Et on m'a même dit, on ne sait pas si c'est l'infection qui a fait que vous avez percé la poche des os ou si c'est le fait d'avoir percé la poche des os qui a créé l'infection. Bon, il y a vraiment beaucoup d'inconnus sur ce qui s'est passé, mais voilà, toujours est-il que j'ai fait après une échographie pour vérifier qu'il n'y avait pas de malformation de l'utérus puisque ça peut être aussi une cause. Et tout va bien à ce niveau-là, donc c'était vraiment cette infection-là. Et de toute façon, on m'avait dit s'il n'y a rien à l'échographie, on restera sur cette hypothèse-là, mais ça reste une hypothèse en fait, c'est-à-dire que j'ai pas de certitude que ce soit ça, mais a priori c'est ça, et ils vont rester là-dessus, et après, moi voilà, hein, ça me dérange pas. Après au niveau de la prématurité, Manon est née avec à 32 semaines, donc quand je parle de semaines, c'est des semaines d'aménorrhée, donc c'est-à-dire depuis la date où j'avais eu mes dernières règles en fait. 32 semaines plus je crois 6 jours, donc on était presque à 33 et en fait il m'avait dit dès le début un bébé qui est né à partir de 32 semaines, ses chances de survie sont à 100%, on sait parfaitement les prendre en charge et j'étais au CHU en fait. Vous avez des niveaux pour les maternités, niveau 1, 2 ou 3 et donc la maternité du CHU en fait était niveau 3 et c'est pour ça que je voulais aller là-bas. J'avais dit au moins comme ça s'il y a le moindre problème, alors qu'il n'y avait pas de problème spécifique, s'il y a le moindre problème je serai direct au bon endroit. Et puis je pense des formations professionnelles aussi puisque quand je travaillais pendant ma période de au début de ma grossesse, je travaillais en fait dans une boîte, dans une association qui fait des machines respiratoires notamment et il travaillait beaucoup avec le CHU entre autres et moi je voyais beaucoup passer de patients, de dossiers de patients d'enfants parce que je gérais surtout la partie infirmière et c'était toujours les infirmières qui s'occupaient des enfants, pas les techniciens. Donc je voyais beaucoup de dossiers d'enfants, des fois des bébés et tout. Alors moi enceinte, voilà, c'était dur. Hein. Du coup je m'étais dit s'il y a le moindre problème et puis j'avais donc un de mes collègues, ma fille qui se réveille. Il y avait un de mes collègues qui m'avait dit moi ma femme elle a accouché au CHU parce que s'il y a le moindre problème au moins elle était direct sur place. Et c'est vrai que je m'étais dit la même chose. Et je pense que j'ai eu le nez parce que parce que en gros j'avais une autre maternité à même distance quasi, même distance par contre qui était niveau 1 et qui est très bien réputée et du coup j'avais hésité à aller là-bas et je me suis dit j'ai bien fait parce que sinon ce matin-là je serais allée en fait par défaut, je serais allée à la maternité, l'autre maternité si j'avais été suivie là-bas et du coup ils auraient dû me transférer et tout, il y aurait eu un traumatisme supplémentaire du coup donc au moins là j'étais directement sur place, ils avaient mon dossier puisque c'est eux qui me suivaient donc impeccable. Et voilà, et donc en ce qui concerne la prématurité, elle a été sous assistance respiratoire pendant je pense 48 heures, après elle s'est débrouillée vite toute seule. Parler de la prématurité en soi, ce sont des bébés qui sont plus fragiles que d'autres, mais Manon n'est pas grande prématurée, elle est prématurée. Donc faut faire attention. Les premières semaines sont difficiles, les premiers mois sont longs. Parce que du coup, Manon a passé 1 mois à l'hôpital, donc moi j'ai pu rester 10 jours en maternité. Passer les 10 jours, il fallait que je rentre à la maison, et parce que voilà, c'était comme ça. Et donc après c'était les allers-retours à la maternité, donc on se relayait avec son papa, puisque en tant que père, quand votre enfant est hospitalisé suite à sa naissance, il y a un congé en fait spécial, un espèce de rallongement du congé paternité, je crois. En gros, vous avez le droit jusqu'à 30 jours. Enfin, vous avez le droit tout le temps de l'hospitalisation tant qu'il ne dépasse pas 30 jours. Donc si votre bébé est hospitalisé plus de 30 jours, et
le congé s'arrête en fait. Suit ensuite le congé paternité, puis si vous avez plus de congé, vous avez plus de congé. Pour moi, en fait, du coup, mon congé maternité a débuté le jour où j'ai accouché et il s'est arrêté à la date prévue, à la même date que si j'avais accouché au terme. Donc on se relayait en fait sur la journée, on se voyait que à l'hôpital finalement, puisque moi j'y allais tôt le matin, je restais jusqu'en milieu d'après-midi, milieu fin, à faire 16-17 heures. Lui arrivait à peu près 1 heure avant, comme ça on passait au moins 1 heure ensemble. Après je repartais, je faisais la soirée à la maison et je dormais à la maison. Lui revenait quand tard en fait, genre à minuit, 1 heure. Il revenait de dormir à la maison parce que c'est compliqué de dormir là-bas, c'est vraiment pas reposant. Et puis on faisait des cycles comme ça tout le temps. Donc en fait je partais le matin, lui il dormait et on se voyait que un peu à l'hôpital et c'est tout. Ça a duré 1 mois en gros. Et donc Manon est revenue, elle avait 36 semaines, puisque un bébé prématuré au début, on parle en semaines en fait de son terme. Hein. Et en âge de vie, elle avait 1 mois quasiment. Et elle était toute petite, elle faisait 2,3 kg quand elle est revenue à la maison, elle est née à 1,8 kg. Et les premiers mois sont longs parce que en fait au niveau de développement, le développement psychomoteur d'un prématuré, c'est pas son âge de vie, c'est pas son âge depuis la naissance, c'est son âge, on appelle ça âge corrigé en fait. L'âge qu'elle aurait dû avoir si elle était née à terme. Donc en fait, elle est revenue à la maison, longtemps. Elle est revenue à la maison, elle était à 36 semaines, donc normalement, elle n'aurait pas dû être encore née. Et en gros, le mois, en général, le premier mois où vraiment vous vous en occupez, c'est que vraiment les couches, les biberons, le dodo, vous êtes vraiment que là-dedans, il n'y a pas franchement d'interaction avec le bébé, enfin voilà. À part, il y a quand même ça, au lieu de durer 1 mois, ça a duré 3 mois. Alors quand je dis il n'y a pas d'interaction, on s'entend, hein, moi je la prenais beaucoup dans mes bras, on faisait du pot à pot, tout ça. Mais je veux dire, il y a un moment, les débuts peuvent paraître un peu longs et du coup, au lieu de durer 1 mois, ça a duré 3 mois. Enfin, il y a eu le mois où elle a été hospitalisée et après il y a eu 2 mois à la maison. Et voilà, mais maintenant elle va très bien. Enfin, depuis le début, finalement, elle allait bien. Elle a toujours été très éveillée. Et ils ont toujours été très optimistes, je ne sais plus parler, par rapport à Manon. Parce que. Oui, du coup, j'ai arrêté de colorier. Hein. Parce que j'arrive en fin de vidéo. Parce que ils ont toujours été très optimistes. Parce que voilà, elle a toujours eu une très bonne courbe de croissance. Enfin, très bonne courbe de poids. Voilà, tout s'est toujours bien passé pour elle, il faut faire attention parce qu'elle est un peu plus fragile que les autres bébés, mais globalement, elle va très bien. Et je pense que des fois, vous pouvez l'entendre en vidéo. Et voilà, et concernant donc le fait que je me suis beaucoup plus axée sur le DP, c'est tout simplement que comme elle était toute petite, dès qu'elle pleurait, il fallait que j'aille la voir, il fallait que je m'occupe d'elle. Enfin, elle devait même pas être encore née, donc forcément, il fallait tout de suite répondre à ses besoins, quoi. Et donc le coloriage, quand vous commencez un colo, vous arrêtez en plein milieu, c'est compliqué. Alors que le DP, surtout si vous commencez à faire un genre de l'aquarelle ou quoi, bonjour. Et puis il faut être concentré, moi j'étais fatiguée, c'était dur, vraiment au début c'était dur, on était très très fatigués, son papa et moi. Et donc le coloriage j'y arrivais plus, j'arrivais plus à me concentrer, j'avais même plus envie de toute façon de colorier. Et du coup le DP, ce qui est très pratique, c'est que ça vous demande beaucoup moins de concentration. Il faut juste mettre les diamants là où on vous dit de les mettre. Et puis vous pouvez arrêter à tout moment quoi. Dire voilà, vous êtes en train de poser un diamant, le bébé pleure, vous y allez direct ou autre, vous y allez direct, il n'y a aucun souci. Donc voilà pourquoi le DP a largement pris le dessus, mais là je commence vraiment à avoir envie de colorier beaucoup plus. Après le DP restera toujours, je pense que je vais vraiment naviguer entre les deux. Et c'est vrai que j'ai la possibilité pour l'instant de surveiller Manon en même temps que je fais du DP. C'est plus compliqué avec le coloriage parce que le coloriage il faut être concentré, alors que le DP beaucoup moins et je peux l'avoir toujours à l'œil. Surtout qu'elle se déplace pas encore, donc voilà. Et avant de reprendre vraiment le colo, j'ai cette fameuse toile à terminer, donc j'espère que je vais bientôt la terminer.
pour reprendre un petit peu plus le coloriage. Mais j'ai quand même fait 2 colos mystères ce week-end. Enfin, j'en ai terminé 2 que j'avais commencé, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà pour cette vidéo Color and Chat. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, que c'était pas trop long, trop ennuyeux ni trop décousu. Les vidéos coloriage vont revenir en espérant qu'on ne soit pas de nouveau reconfiné, parce que si je suis tout le temps, enfin si je suis jamais justement toute seule à la maison, ça va être beaucoup plus compliqué de filmer, jamais toute seule dans le bureau surtout. Mais voilà, je vous promets que les vidéos coloriage elles vont venir dans les prochaines semaines. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!